Salut à tous. Pro Cycling Manager 2024 est sorti il y a quelques jours et je voulais prendre un petit peu de temps avant de vous proposer quelque chose et un vrai début, pas quelque chose de trop vite fait. Et j'ai choisi la World DB 24 pour un premier projet. Regardez, ça c'est juste mes options. Je vous les montre parce que certaines fois on me les demande. Donc je joue en extrême avec du plus 3, moins 3 au niveau de la variabilité des formes du jour. Voilà. C'est à peu près l'essentiel qu'il y a à retenir sur ce côté-là. Quand on trie les équipes du World Tour par, on va dire, évaluation dégressive, on s'aperçoit de ce qu'on connaît, savoir que Visma, Leasebike, UAE sont les dominants. Et puis après, tout en bas de la liste, on retrouve une équipe qui est peut-être amenée à disparaître. Peut-être que nous ne l'aurons plus sur PCM 25. Il s'agit d'Astana. Astana, avec laquelle j'ai déjà joué par le passé, je le sais très bien, mais ici j'ai eu l'idée d'un projet différent et d'un projet assez évolutif, puisqu'il va falloir trouver un futur à cette équipe et trouver aussi une orientation. Bref, mon idée est d'avancer relativement vite la première saison pour me projeter vraiment vers la suite et construire très certainement autre chose avec la même base, on va dire, mais finalement on va devoir changer pas mal de choses. Voilà. Quand on analyse les forces en présence, on va dire, au début d'une partie avec Astana, on s'aperçoit qu'évidemment il y a les noms que vous connaissez, Mark Cavendish, Alexei Lutsenko, Lorenzo Fortunato, etc. C'est une équipe qui est assez faible par rapport à ses rivales du World Tour. Moi je trouve ça assez justifié qu'elle soit dernière au niveau du classement par évaluation. Et puis on a comme ça, ouais, vraiment il va falloir se battre. Mais ça tombe bien parce qu'en fait le nouveau jeu propose, je vais y revenir dans quelques minutes, propose une adaptation des objectifs désormais en mode carrière qui peut nous permettre de survivre sans problème et même de se trouver des défis plutôt intéressants et cibler nos événements en fait. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'après analyse et une fois qu'on aura investi dans les nouveaux équipements, dont je parlerai un peu après, Lutsenko et Tejada peuvent être à peu près les seuls dignes d'envisager un classement général sur une épreuve World Tour. Ensuite, j'ai tout un tas de candidats que je vous ai signalés en jaune qui peuvent être les candidats à une victoire d'étape ici ou là. Voilà, on va dire que ce sont des punchers un peu grimpeurs au sens large, punchers polyvalents, mais pas tous aussi forts que ce qu'on pourrait croire. Et puis après, l'équipe sur les pavés, elle est assez réduite, puisque j'identifie 4 têtes que sont Ballerini, Kanter, Fedorov et Schreling. Donc à voir, là-dessus, on va être assez faible. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment démarrer. Et puis après voilà, évidemment on a quelque chose à faire du côté du sprint, évidemment. On ne peut pas délaisser ça, puisque Casebolt ou Mark Cavendish peuvent être réellement les têtes d'affiche de très bons trains emmenés à l'aide de Kanter ou surtout Morkov et consorts. Donc il y a quelque chose à faire au niveau du sprint. J'aime bien cet aspect-là parce que je le propose pas souvent. Mais avant toute chose, donc, qui dit début de carrière dit, eh bien désormais tu vas définir tes propres objectifs. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que l'onglet a changé. On va définir nous-mêmes les objectifs. Je pense que vous le savez tous déjà. Vous avez déjà vu des vidéos ici ou là. Et on va nous-mêmes en fait régler le niveau de difficulté de ce qu'on ambitionne. Et il y a parfois peu de variations en fonction de ce qu'on demande. Vous voyez, sur Tirreno Adriatico par exemple, si je veux prendre le risque d'une satisfaction maximale du sponsor, eh bien un top 10 est probablement le choix le plus raisonnable. On ne peut jamais aller au-delà de 6 au niveau de, on va dire, la force de satisfaction potentielle du sponsor, du niveau de difficulté, diront certains. Alors allons-y, adaptons-nous. Pour ce qui est donc de la première période de cette année, j'ai sélectionné Lutsenko, Fortunato, Scaroni, Tejada, Battistella, Velasco
Et il a mis quand même Ballerini pour rouler dans la plaine, pour aller essayer d'accrocher un top 10 sur Tirreno Adriatico. Mais pas que, vous verrez qu'en fait, il y a aussi d'autres choses qui doivent être faites, parce qu'il va nous falloir de l'argent pour pouvoir investir dans les structures, dans les infrastructures. Le Tirreno en question, regardons tout de suite de quoi il s'agit, c'est bien le Tirreno de cette année, de 2024, avec un contre-la-montre court en première étape, avec une deuxième étape plutôt pour sprinter, une troisième où le puncher peut peut-être tirer son épingle du jeu, une quatrième qui doit pas nous faire de grosses différences, et en revanche, une cinquième un peu difficile et une sixième sur laquelle il faudra être très très costaud et bien entouré pour arriver à accrocher le top 10 final. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier objectif que j'ai sélectionné. Ensuite, il y a un autre paramètre évidemment à prendre en compte, c'est que on n'a que 1 à 2 courses par période. Donc vous voyez, Tirreno pour moi c'est dans la période 1, et puis ensuite mon deuxième objectif, il va déjà être dans la période 2, c'est le Giro. Et puis après vous voyez période 3 et période 4 pour le reste, on va y revenir après. Et on est aussi limité en termes de nombre de points total sur la saison. Actuellement, avec ce que j'ai sélectionné, que je vais continuer à détailler, je suis à 10 points, le maximum autorisé. Donc ça veut dire qu'on est limité en fait, en termes de nombre d'objectifs. Donc il ne faut pas se rater, mais il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, sur le Giro, pourquoi est-ce que j'ai pris ça, 2 victoires? C'est parce que je pense bien que Pogačar sera présent et qu'il sera difficile de s'imposer sur le terrain, on va dire, accidenté, voire montagneux. Ou sur les contre-la-montre, c'est encore pire. En revanche, sur les étapes de plaine, en tout cas celles qui sont promises aux sprinters, si on monte une équipe en rapport avec cela, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et d'aller chercher. Vous avez deviné avec qui? Avec un train autour de Cavendish, avec Kesborg et Max Kenter qui vont aider. Je pense que là, il y a quelque chose à faire de correct pour ce Giro. J'ai aussi essayé de privilégier ceux qui avaient le Giro dans leur course préférée. Par exemple, c'est bête, mais quelqu'un comme Scaroni, par exemple, j'ai été obligé de le prendre par rapport à, je ne sais pas moi, Ballerini. Enfin, c'est pour donner un exemple. Parce que Ballerini, il n'a pas le Giro dans ses préférences. En revanche, Scaroni l'a. Voilà. Donc après, on remplit. On met quelques petits stages par-ci par-là, même si objectivement, sur les étapes de plaine, les stages, ça va pas beaucoup nous aider, mais on sait jamais. Des fois qu'il faille aller chercher une étape avec, je ne sais pas, quelqu'un comme Fortunato, pour nous sauver la baraque au niveau des objectifs, il y aura du bonus. J'ai rajouté même un deuxième stage. J'ai pris 2 stages sur 3 disponibles. Il n'y a que les étapes 1 et 2 que j'ai laissées de côté. Sinon, j'ai pris les 2 autres stages pour ce Giro. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait, je me suis débrouillé. Donc en essayant aussi d'économiser un petit peu l'argent, parce que on n'est pas très riche avec Astana, le sponsoring n'est pas très généreux. Bon, en fait, on est les plus faibles, c'est normal, du World Tour. C'est normal de ne pas avoir beaucoup d'argent, et puis j'ai d'autres dépenses à venir. Vous voyez, j'ai complété petit à petit un petit peu les choses. Là, vous apercevez les championnats nationaux, pour lesquels j'ai surtout en ligne de mire le championnat national du Kazakhstan. Je sais, c'est pas banal, mais comme ça fait partie des objectifs très importants pour le sponsor, ça se comprend, eh bien là j'ai opté pour une visibilité 10. Alors ça, la visibilité 10, ça signifie qu'on va réussir une course exceptionnelle et qu'on va être omniprésent et qu'on va peut-être même d'ailleurs aussi gagner, enfin bref. Je pense pas qu'avec Astana, on ait trop de mal à réaliser cet objectif-là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est limite si on va pas être tout seul. Donc tout ira bien. Objectif cadeau, dirons-nous. Tour de France ensuite. Vous voyez, en fonction de ce qu'on sélectionne, donc 4e objectif, période 3. En fonction de ce qu'on sélectionne comme type d'objectif, on va avoir une valeur de difficulté associée. J'ai opté
plutôt que le top 10, qui valait aussi 6 en intensité, en note de difficulté, j'ai opté pour 2 victoires d'étape. Voilà. Donc ça va être tendu. Il ne faudra pas hésiter à se relever, peut-être, pour aller chercher les victoires d'étape en question. Ce sera du sport, honnêtement. Après, il s'est trouvé qu'il fallait... Bien, donc l'ordinateur, le jeu, trouve ça très difficile de choisir de remporter 2 étapes avec Astana. Après, moi, j'ai quand même confiance en moi. Je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les coureurs là que je vais sélectionner sont évidemment des que je n'emmènerai pas sur le Giro. Je vais faire aucune excentricité dans cette première année avec Astana. On avait une équipe que je crois compétitive pour le sprint sur le Giro et peut-être très ponctuellement sur d'autres étapes. Et bien ici, je vais aussi m'attacher à avoir une équipe compétitive autour cette fois-ci de Lutsenko sur le Tour de France. Avec, là encore, on peut échouer, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on n'aura juste pas d'augmentation de la confiance du sponsor. Ça ne va pas non plus être un drame. Mais voilà un petit peu comment j'ai amorcé les choses par rapport à ma planif associée à ce 4e objectif. Ensuite, oui, j'ai considéré que le 3e était quasi automatiquement rempli, celui du championnat national du Kazakhstan. Ensuite, la question du 5e objectif. En l'occurrence, j'ai tapé vraiment dans la colonne de gauche, où vous voyez quelles sont les courses préférées du sponsor Astana. Et pour aller, comme ça, essayer de penser à une équipe compétitive pour le Tour de Lombardie. Tour de Lombardie sur lequel la demande sur laquelle on s'est accordé n'est pas excentrique, puisque c'est un top 10. Donc je pense que top 10 avec même Fortunato ou un autre, ou même Battistella, va savoir, ou Sreling. Mais bon, bref, Lutsenko, je pense qu'en fait, sur cet objectif-là, on est vraiment peinard. Ça devrait bien se passer. Donc il y aura une fin de saison sur laquelle je compléterai et il y aura ces petites courses italiennes qui précéderont le gros objectif final, 5e donc de l'année. C'est le Tour de Lombardie. Je suis resté sur un top 10 parce que quand même le top 5, je suis pas 100% sûr de pouvoir l'avoir sur un mauvais coup. Imaginons qu'on lâche à un moment, qu'on ait une chute, que sais-je. Voilà. Après, la difficulté donc moyenne des objectifs, vous l'avez vu, 5,8, ça devrait énormément nous rapporter si jamais ça marche. Et puis, j'arrive aux infrastructures. Alors, les infrastructures, c'est encore une nouveauté de ce PCM en mode carrière. Il y a des optimisations de type 1 ou 2 pour les chaînes, qui ne coûtent pas le même prix. Moi, je vais investir fortement. Je vais mettre déjà une optimisation 2. On ne peut pas mettre les deux en même temps. Donc, pour 50 000, je vais chercher ceci. Après, l'optimisation roulement céramique qui offre aussi un bonus que vous voyez en vert, elle va être également mise pour là encore 40 000, je crois. Et puis, pour se faire plaisir, et histoire de ne pas laisser passer non plus les courses pavées sans rien faire, je vais quand même acheter le matériel de classique pavé. Mais tout de suite, vous voyez, ça va nous monter à un total de 120 000. Il va falloir gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça va obliger, outre les objectifs à remplir pour le sponsor, ça va obliger à gagner des courses ou au moins bien figurer pour ramasser des primes de course. Donc, pour la suite, ça c'était les investissements d'équipe. Il y a aussi les investissements individuels où on se retrouve avec 5 rubriques. Alors, 5 rubriques. Déjà, moi, les pneus de meilleure qualité, les pneumatiques, j'ai envie de le mettre à tout le monde. Donc on va avoir plus 0,2 sur chacune des caractéristiques. Bon, très bien, ça dure qu'une seule saison. Il faudra probablement, donc il faudra le repayer l'année suivante. C'est pas très grave. Après, il y a d'autres petites améliorations personnelles, comme le vélo contre la montre d'entraînement, le guidon CLM moulé sur mesure. Étant donné que... Et puis il y a aussi la combinaison aérodynamique, et il y a quelque chose aussi de très cher, c'est la soufflerie en position contre la montre. Donc là-dessus, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Je vais juste
offrir tout cela, je vais offrir les deux améliorations de CLM à seulement 6 coureurs. Alors, j'aurais pu réduire, hein. J'aurais pu faire qu'à Lutsenko et Tejada, hein. Mais on va rester sur ça. Puis par contre, pour les investissements qui sont un petit peu plus chers, mais vous voyez que par exemple, la soufflerie, ça dure pendant toute la carrière, donc c'est pas non plus nul de le dépenser, parce qu'on sait qu'on va en bénéficier longtemps. Je vais donner que à Lutsenko et Tejada. Ce qui veut dire que, en fait, ces deux-là vont être vraiment, vraiment boostés, mais ça me semblait vraiment en rapport aussi avec mes objectifs de saison. Sachant que la saison qui suit, j'ai d'autres plans en tête et je pense qu'il y a autre chose à explorer. On notera la présence d'un assistant, je vous le mets, si jamais vous n'avez pas envie de faire ça tout seul, mais moi je vous conseille de le faire tout seul, bien évidemment. C'est comme l'assistant à la planif, c'est bien, mais moi je préfère le faire personnellement, c'est mieux. En ce qui me concerne, je vois moins de choses illogiques, en tout cas quand je le fais moi-même. Et donc c'est très intéressant, hein, cet aspect infrastructure. Moi, il me plaît beaucoup. Je suis assez convaincu par cela. Après, il y a un autre onglet dont on n'avait pas l'habitude. Alors, j'ai fait exprès d'éditer le fait que Astana s'arrête après 2020. En tout cas, que le contrat actuel se termine en 2024. On verra si Astana nous repropose quelque chose ou si on va vers un autre sponsor. Ce sera un petit peu une question, hein, à un moment donné. En tout cas, dans cet écran-là, l'écran prospection, on va voir apparaître au fur et à mesure, en fonction un peu de nos performances, on verra apparaître l'intérêt de nouveaux sponsors ou alors d'Astana lui-même. Et ce sera à surveiller de temps en temps. Pour terminer la mise en place, je dirais que il ne faut jamais oublier de donner un entraîneur à chaque coureur, même si c'est très rébarbatif et que pendant les premiers mois, c'est pénible parce que les mecs se lassent et il faut changer d'entraîneur, etc. Ça coûte du fric. Normal, élevé, machin. Je suis maintenant sur le réglage de pré-saison. Alors là, j'applique un principe simple. Tout ce qui est objectif, on va dire au plus tard Paris-Nice, je mets élevé. Et tout ce qui constitue, tous les coureurs qui sont, on va dire, dotés d'un objectif postérieur à Paris-Nice, je mets normal. Voilà. On pourrait même moduler davantage, hein, mais il se trouve que j'ai aucun objectif sur Down Under et je me moque un petit peu de ce qui peut se passer au championnat national de Colombie ou d'Équateur. Vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà. Donc, pour tout dire, j'ai complété ensuite, mais je ne veux pas vous l'imposer, je crois que c'est un peu rébarbatif, ça prend beaucoup de temps, hein. Moi ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de réfléchir à tout ça. J'ai complété ma planification, je n'ai pas encore dépensé l'argent des stages pour le Tour de France, mais j'ai déjà quand même fait planifier ceux du Giro. Ceux du Tour de France, on pourra les mettre à partir du 29 avril. Mais j'attends d'avoir un petit peu plus d'argent. Je veux me refaire avant de l'envisager. Et puis vous voyez, on va être après sur une troisième partie de saison qu'il faudra un peu compléter. J'ai choisi de mettre sur la Vuelta des gens qui n'avaient participé à aucun grand tour, pour essayer encore une fois de monter le niveau de satisfaction des coureurs. Et puis en plus on n'a pas de vrai objectif sur cette Vuelta, hein, donc il n'y a pas de drame. Je vous montre également au 2 janvier l'état des forces en présence. J'ai trié par salaire, je pense que c'est une bonne manière de voir, sinon il y aura aussi l'évaluation globale. Mais pour constater que, on n'est pas invité, hein, face à tous ces coureurs-là. En tout cas, face aux 10 meilleurs, on n'est pas du tout invité. Après, pour le reste, sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut marcher. Et on essaiera, évidemment, ce sera tout l'objectif, que de s'infiltrer dans les toutes petites portes que nous laisse l'IA vis-à-vis de certaines courses. Voilà. Le 8 janvier, on confirme, j'ai aussi fait la détection, mais on s'en fiche. Le 8 janvier, on confirme les objectifs de course, et c'est parti pour l'avancée maintenant de cette saison. Avec l'idée, dans un premier temps, au mois de février, de jouer peut-être plus que d'habitude
pour essayer de ramasser de l'argent. Je vous proposerai en fin de vidéo une petite séquence spéciale championnat national de Colombie. Et j'ai donc décidé d'aller essayer de voler les blindes, hein, façon de parler, c'est-à-dire essayer d'aller prendre un peu d'argent sur des courses où l'IA ne sera pas nécessairement encore bien en place. J'ai nommé donc le Tour Alula et évidemment le Tour de Valence qui peut nous intéresser aussi. J'ai un peu réparti les forces, mais sans vraiment sans constituer de Dream Team du tout, quoi. On verra plus tard. L'équipe forte, elle sera alignée sur Tirreno Adriatico. Mais jusque-là, on répartit un petit peu les coureurs et on fait pas de fixation. Ouais, si ce n'est que ce premier rendez-vous de l'année ici permet d'essayer de mettre en place notre train de sprint. Alors moi, j'étais parti dans l'idée sur... vous voyez, j'ai quand même emmené tout le monde, hein, Max Kanter, Michael Morkov, Davide Ballerini, et puis Casbourne et Cavendish. Ça veut dire qu'on a des options au sprint, et il y a moyen de faire en fonction des formes du jour. Donc moi, ce que je m'étais dit sur la première étape, allez ici, on va essayer de préparer le sprint avec du gros rythme de Ballerini, pour ensuite lâcher Morkov, qui met Boll sur orbite, lequel Boll doit ensuite libérer le cave dans les dernières centaines de mètres. Et vous voyez, en fait, le cave, il a eu du mal à sortir de la roue de Casbourne, hein. Donc, voilà, ce n'est pas une belle réussite du tout. Mais, première petite tendance, attention, malgré sa note de sprint et sa note d'accélération qui sont supérieures à celles de Casbourne, Mark Cavendish a eu du mal à arriver à s'extirper de la roue du néerlandais. Donc voilà, ça c'était une première petite expérience. Après, à l'avance, quand je regardais un petit peu le profil des étapes, j'avais emmené Lutsenko et ID Sreling parce que je me disais qu'il y avait peut-être quand même 2 étapes, la 2 et la 5, sur lesquelles on aurait besoin de leur qualité de puncher. Et j'avais quand même pris des sprinters parce qu'il y a des victoires d'étape à disputer. Mais voilà. Donc, grosso modo, tout va pouvoir se jouer au sprint. C'est incroyable. Les sprinters passent, en fait, toutes ces difficultés-là. On n'est pas vraiment surpris non plus, hein, mais je le précise. Allez, on est dans le final de la 2e étape, désormais. Morkov a terminé son travail. J'ai un petit peu changé par rapport à ce qu'on avait vécu sur l'étape précédente. On a demandé à Ballerini puis Sreling d'accélérer très très fort. On a essayé de trimballer Casbourne et Mark Cavendish dans notre roue pour voir un petit peu ce que ça va donner. Regardez bien, accélération de Davide Ballerini, Sreling qui accélère également à son tour, Lutsenko qui n'aura pas servi à grand chose dans ce train là cette fois-ci, et on lâche nos sprinters, mais regardez, finalement on passe complètement à côté de ce sprint là avec une très belle victoire pour Van Poppel. Donc voilà, là c'était une erreur pour moi c'était une erreur de stratégie en fait, c'est-à-dire que je me disais que la petite bosse avant le replat final allait peut-être permettre au puncher de faire quelque chose. En fait, il n'en a rien été, et puis en plus le train a été mené par Ballerini qui n'est pas non plus ce n'est pas Pogačar, hein, en termes de gestion des pourcentages, quoi. Il envoie moins de rythme, hein. Donc bon, ok, petite expérience négative où on s'est fait taper au sprint. C'est toujours intéressant, on apprend de ses erreurs. Moi j'ai remarqué à ce jeu, donc c'est pour moi toujours instructif. En début de carrière, souvent j'éprouve le besoin de prendre un petit peu la température, vous voyez, de mon équipe, et de comprendre quelles vont être peut-être les bonnes combinaisons, les bons enchaînements, et en l'occurrence ici, dès qu'il s'agira de sprint, les bons trains. Et il s'avère que Casbourne qui emmène Cavendish, je vais continuer à tester, hein, mais ça n'est pas une vraie bonne option en fait. Donc ça pourra servir notamment en vue du Giro qui suivra dans quelques semaines.
Et voilà, on se retrouve ici sur une étape 3 où, vous l'avez repéré, il y a une forte zone de vent. Donc les zones de vent introduites il y a quelques années sur Pro Cycling Manager sont plutôt intéressantes car elles favorisent, elles viennent modéliser, si vous voulez, une configuration de course qui est assez favorable aux bordures et puis ça explose souvent dans tous les sens, le peloton. En l'occurrence, c'est bel et bien le cas ici, hein, ça explose. Alors nous, on n'y est pas pour rien. À des moments, j'accélère, à des moments, je ralentis un petit peu. Et on arrive comme ça à perdre pas mal de monde. Et on va terminer relativement nombreux, en vérité, dans ce groupe de tête qui ne compte maintenant plus qu'une grosse vingtaine de coureurs. Vous allez voir, ça va se réduire légèrement. Il y en a 2 qui ont attaqué, mais ça va être quand même assez difficile de résister au retour de ceux qui roulent. On va regarder en particulier Molano, peut-être Moschetti dans le groupe là de poursuivants. J'ai remarqué que le jeune belge Fretin est pas mal. Il est pas mal du tout et il est assez dangereux. Alors, petit bug de virage, mais ça c'est pas grave. Regardez, on est à 2 km de l'arrivée. Il aurait fallu, à mon sens, lancer, mais je préfère prendre des roues, en fait. Et là, ça lance. On va essayer de voir de quelle manière on pourrait peut-être passer devant avec Caseball. Alors, vous voyez, s'il y avait eu que le groupe de droite, ça passait. Mais finalement, Van Poppel va une nouvelle fois s'imposer. 2e victoire pour le Hollandais, Van Poppel. Après, c'est plutôt une bonne opération qu'on réalise sur cette étape-là. Je vous avoue qu'à la victoire d'étape potentielle, j'ai largement privilégié l'élimination de tout un tas de coureurs qui auraient pu éventuellement nous gêner. Et au général, final, parce que je veux gagner ce tour-là, pour voir un petit peu combien d'argent cela pourrait rapporter. Essayer de voir si ça valait le coup ou si ça valait pas le coup, on va le savoir bientôt. En tout cas, les 3 premières étapes ont permis d'installer assez confortablement au classement général Caseball, mais aussi Lutsenko, Ballerini. Voilà, ça va, c'est cool. On a du monde au cas où pour pouvoir jouer un rôle. Mais attention quand même à ce Van Poppel qui est redoutable, qui nous a pris 2 étapes. C'est à noter. Alors sur l'étape 4, vous voyez ici, pas de zone de vent, un simple sprint final à venir. Donc on a juste géré, moi j'ai roulé doucement pour juste éviter d'avoir une échappée qui prendrait beaucoup trop d'avance. Et puis après, on rentre dans le final avec cette fois-ci une petite config Ballerini, Canter, Boll, Cavendish. Et puis un Lutsenko bien calé, tranquille, à l'abri. Ça n'a rien de l'exposer sur ce coup-là, le Kazakh. Et donc, à moins de 3 km de l'arrivée, peut-être serait-il temps de lancer avec Max Canter, ainsi que, voilà, vous voyez, Caseball dans la bonne roue, là, hop, il va surgir ici, entre deux, même sur l'extérieur, pardon. Et Cavendish, par contre, ne passera jamais. Donc c'est intéressant, ça fait 2 fois que je me fais avoir sur le timing pour essayer de lâcher le cave, mais en même temps il lui restait plus grand chose à Cavendish. Il semblerait donc que les notes physiques de Boll peut-être bien davantage que la note de sprint ou la note d'accélération, bien finalement jouent un rôle néfaste quand il s'agit de garder la roue avec Mark Cavendish. Donc voilà, ça me donne des indications. Ça veut dire que, en fait, quand on voudra faire un sprint avec Cavendish, on essaiera de ne pas mettre Caseball en poisson pilote, on va dire, final. Voilà. Pléonasme. Poisson pilote tout court. Donc, c'est ainsi que Caseball se retrouve en tête du classement général, mais à égalité avec Van Poppel, grâce aux bonifications. Et donc, cette étape 5 arrive, la dernière de ce tour. Et quand même, il y a des très très gros pourcentages, vous voyez, avant le replat final. Légère descente.
je me dis quand même que quelque chose doit être fait en termes d'agressivité. Là, il faudra envoyer sur la zone que vous voyez à plus de 10%, il faudra envoyer du lourd. Alors on peut penser à Ide Sreling par exemple, on peut même éventuellement demander à Lutsenko de faire un gros effort, sachant que désormais le général, on a bien compris, il va plutôt se jouer à la bonification, et donc on est presque sur du all-in sur Kesbol. Kesbol peut gagner le général final de ce Alula Tour, donc ainsi que je vais tranquillement rallier cette difficulté, le bas de la difficulté finale, et essayer d'emmener mes sprinters dans la roue au prix juste de se garder la roue finalement du coureur de devant. Alors il y a quelques velléités, c'est logique, puis nous on arrive à maintenir un plutôt gros rythme avec Ide Sreling. Quelques-uns tentent de sortir, c'est parfait, et les pourcentages sont tellement forts que finalement Sreling va suffire pour arriver à dompter un petit peu tous ces putschistes du peloton qui ont cherché à y aller avec Brambilla et quelques autres, petit Kristen là de UAE aussi, et voilà comment dans le final on se retrouve avec un sprint à disputer, sprint qui s'annonce à 4 km maintenant. Donc voilà, pas d'excentricité. Lutsenko, Ballerini, Bol, Cavendish. Je pense que Ballerini va évidemment jouer cette fois un rôle de poisson pilote. Et puis on va voir encore une fois le test. Est-ce que Bol permet à Cavendish de pouvoir se lancer? Non, Bol termine lui-même en fait. Bol termine le boulot. Donc encore une victoire d'étape pour Kesbol, la 3e. Et puis en plus c'est pratique parce que ça va nous permettre de gagner le général final de ce tour-là, juste sur la base des bonifications pour Kesbol. Voilà, donc intéressant, confirmation de ce que je vous disais, à savoir rien ne sert de mettre Kesbol en pilote de Cavendish. En fait, Kesbol, c'est un grand garçon, il est capable de se débrouiller tout seul. Puis le Cav, on essaiera de le lancer d'une autre façon, peut-être avec Mikhail Morkov, peut-être avec un travail préalable de Ballerini sur le plat. Vous voyez, visibilité 10, ça veut dire que c'est un tour sur lequel on a eu une visibilité max. C'est intéressant. 17 750 € gagnés pour autant d'efforts. Ça n'est finalement pas énorme. Et on continue avec le Tour de Valence. Alors le Tour de Valence, c'était quasiment synchronisé avec l'Alula Tour que je vous ai montré juste à l'instant. Et simplement, ça peut être l'occasion de peut-être prendre une première température vis-à-vis de certains autres coureurs très intéressants. Il y a le petit Érythréen, la Mouloubran. Il y a évidemment Battistella, il y a Fortunato. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Et moi j'aime bien. Scaroni aussi. Franchement, il est vraiment sympa. Vraiment sympa à jouer. J'ai emmené le petit russe Syriza là. Enfin le petit. C'est un géant. Mais voilà. Fedorov, franchement, super cool profil en vue des classiques pavés. Le gars peut vraiment faire quelque chose de bien, je crois. Et puis donc sur cette première étape, moi j'étais assez intimidé par la présence de Tadej Pogačar, de Primož Roglič notamment. Et je me disais, bon d'accord, écoute, tu le joues, mais bon, il se passera pas grand chose, et tu vas te faire éclater. Et ouais, ça m'a rappelé des petits souvenirs des autres PCM. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Donc, toujours est-il que, regardez, c'est Jesper Stuyven sur la gauche, voilà, qui va damer le pion à Tadej Pogačar et Primož Roglič en cette arrivée disputée. Donc c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. En plus il se trouve que j'aime beaucoup Jesper Stuyven, donc je suis content qu'il vienne un petit peu troubler
les plus forts allaient s'amusant sur le ralenti, mais pas sous l'autre angle, pas en vitesse réelle, mais sous l'autre ralenti. Sur ce ralenti, on a l'impression que Pogacar est en train de se limer les ongles pendant que les autres étaient à bloc. Mais c'était une petite cinématique parasite, je pense. Parce qu'on a bien vu qu'il était au sprint sur le direct. Voilà, bon, on s'en fiche. Étape 2. Encore une étape qui va arriver derrière une bosse, une difficulté. Alors une descente, puis un plat et l'arrivée très très rapidement. Donc ici, moi je me suis attaché en voyant ça, puis en voyant l'adversité. Je me suis dit, écoute, simplement tu vas essayer de faire de ton mieux, mettre peut-être gros rythme dans la dernière difficulté du jour, puis on verra bien ce qu'il advient, quoi. Et donc voilà, tel a été mon état d'esprit, voir un peu en début de saison comment se comporte le jeu aussi, parce que ce que je crois fondamentalement, et là ça fait pas mal de temps en fait que j'avais un peu lâché PCM, je ne jouais plus depuis des mois, à part très épisodiquement, à l'image de ce que les sorties de vidéos vous ont indiqué, parce que moi si je sors pas de vidéo, dites-vous bien que je joue pas dans mon coin. Et j'étais arrivé à une certaine lassitude du jeu. Et ce que je cherche beaucoup à tester là, en ces premières semaines de possession de PCM 24, c'est si les moteurs du jeu en course sont différents. J'ai entendu parler d'un moteur physique différent qui fait que les notes de plaine, machin truc, sont plus faibles désormais pour les coureurs de grand tour ou pour les grimpeurs tout simplement. Parce qu'il y aurait une prise en charge différente et qu'il y aurait une nécessité de les protéger, etc. Bon, par contre, il y a un truc qui n'a pas été revu, vous l'avez sous vos yeux. C'est pendant que je parlais, ce qu'on vient de voir ici, à savoir attaque de Velasco, Scaroni et Fortunato, et puis finalement personne qui est réellement intelligent pour rouler derrière, et on se retrouve avec un triplé obtenu quand même relativement facilement. Je pense qu'il aurait dû avoir au moins, 7-8 coureurs au minimum qui nous accompagnent au regard de la difficulté de cette étape, mais au minimum. Et même si on est à blinde, parce que nous sommes que Astana, attention. Là, je viens de faire ça avec Scaroni, Fortunato et Velasco. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer la boucherie que ça pourrait être avec des coureurs un petit peu plus forts. Donc voilà, sentiment amer, nécessairement. Après, il fallait le tenter, il fallait savoir. Donc, en réponse à la question que je vous présentais et qui m'intéresse beaucoup, forcément, parce que ça fait un petit peu longtemps que je joue sur PCM, si je vois que les moteurs de jeu sont les mêmes qu'avant, et qu'il y a entre guillemets le même genre de bug, puis-je les appeler bugs, je ne sais pas, en tout cas d'insuffisance, qui sont toujours présents, c'est dommage. C'est dommage. Donc ça a été testé à l'instant, vous l'avez bien vu. Et puis c'est pas terminé. En termes de ce type de phénomène, là, vous allez voir que je vais vous montrer autre chose. Alors attention, je veux relativiser. On est en début de saison. On sait très bien que le jeu ne se comporte pas début février comme il se comportera sur un Tour de France. Ça, c'est une certitude, parce que sur le Tour de France, la tendance des derniers PCM, et je vous dis, j'ai du mal à voir comment on va échapper à ça. Ça va être Star Wars, ok. Sur toutes les étapes, pour arriver à gagner, ça va être la guerre, sauf s'il y a une 17e ou une 18e étape, avec de gros écarts, peut-être, si tu t'échappes. Avec un gros retard au classement général, tu peux encore arriver à tirer ton épingle du jeu. Mais hormis ce cas de figure un peu extrême, je ne pense pas que ce type de grand tour... Ah, ça c'est Mike Tennyson qui va s'imposer ici. Ah bah non, je suis bête, j'ai cru en Tennyson jusqu'au dernier moment. Victoire du sprinter portugais. Je connais mal ce coureur. Je le connais mal. Belle victoire. Voilà.
Donc, ouais, c'est la caja rural, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, donc, vous avez compris, je vais compléter mon propos, c'est que on sait qu'il va y avoir des disparités en termes d'intensité de jeu et dans la manière de réagir même de l'IA face à nous, joueurs humains, en fonction de la période sur laquelle on est. Je veux bien imaginer, c'est pour ça je ferai aucune critique, je veux bien imaginer que sur un tout début de saison, on ne juge pas le jeu. Mais la tendance, j'adorerais voir qu'elle a été modifiée. La tendance qui veut que, donc à certains moments, pour s'imposer, c'est level plus, et puis à d'autres moments, finalement, on gagne avec des coureurs juste corrects, voire corrects plus. Donc, j'aimerais me tromper, on verra. Ça, ce seront les prochaines semaines de jeu qui le montreront. Et puis, je vous avoue aussi une chose, c'est que ça risque de déterminer entièrement le fait que je continue à jouer à ce jeu-là ou pas. Parce que si je m'aperçois qu'il n'y a quasiment aucun changement dans les moteurs de jeu et qu'on est amené finalement à revivre des situations qu'on a déjà vécues et avec leur lot de frustration, eh bien peut-être ça me fera lâcher, hein. Je pense que vous me comprenez aisément, surtout les gens qui jouent depuis longtemps à ce jeu-là. Ici, vous voyez, deuxième cas de figure sur lequel on peut avoir quelques regrets. L'échappée est partie depuis le début, hein, elle est partie de très très loin, et elle est composée d'une quinzaine de coureurs. Alors ça, toujours intéressant. 15 coureurs. Bon, ça c'est Pogačar qui a eu une petite chute et il va réintégrer, il n'y a pas de problème, ses équipiers l'attendent, tout va bien. Il a fallu que je m'emploie avec mes coureurs équipiers. Alors, c'était un petit peu Moulobran, j'ai aussi fait rouler Rudiger Selig, un petit peu Fedorov, bref. Mais jamais personne ne m'a aidé avant que l'écart soit trop grand pour reprendre cette échappée. Alors ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, soit. Mal géré. Hein, moi, j'aime bien, je préfère me critiquer. Je vais dire mal géré. Il fallait rouler plus fort. Bon, sous-entendu, il fallait donc préparer le terrain à un contre ensuite de UAE ou de Bora Hansgrohe, mais bon, peu importe. Mal géré, ok, l'échappée va au bout, bravo, très bien. Mais, encore une fois, c'est pas une situation nouvelle, et puis c'est quelque chose que l'on voit parfois dans des courses d'un jour également. Une échappée qui prend beaucoup d'avance, les équipes, je dirais, concernées par la victoire finale, qui finalement se désintéressent de manière assez surprenante. Alors moi ici, vous voyez, je vais quand même faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Hein, on va aller jouer le jeu jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, avec Fortunato, Velasco. Il y a eu un très très bon travail aussi de Scaroni notamment. Bon, très bien. Mais au final, cette étape est gagnée par l'échappée. Ok, là-dessus, j'ai pas de problème. Sauf que c'était une échappée qui va complètement bouleverser le classement général. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même une petite anomalie. Il y a des gens qui avaient intérêt à rouler et qui ne m'ont jamais aidé. Je veux bien qu'on soit porteur du maillot jaune, du maillot de leader, pas de problème. Mais à ce moment-là, il faut qu'on reçoive un petit peu d'aide, parce que si nous, on se prend 3 minutes sur Geschke, qui est nouveau leader et donc très très probablement futur vainqueur de ce Tour de Valence, et d'ailleurs pas de problème, hein. Il y en a aussi d'autres qui pouvaient espérer gagner, parce que ne me dites pas que Pogačar ou Roglic n'étaient pas capables de reprendre quelques secondes ou même plus, bien sûr, à Fortunato, hein. C'est une blague ou quoi? Donc voilà, c'est comme ça que finalement, Simon Geschke va prendre ce Tour de Valence. Peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, on a pris notre étape, on a surtout compris 2-3 mécanismes. C'est-à-dire qu'en gros, on a compris que ça n'avait pas changé par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Que ce soit sur les arrivées non contestées derrière une bosse, voire étape 2, ou que ce soit dans la gestion des échappées un petit peu erratiques, voire étape 4.
Ici, étape 5, c'est Rajovic qui va s'imposer au sprint. Rien à redire, c'est parfait. Voilà, donc c'est comme ça que s'achève notre Tour de Valence. Je suis pas mécontent, c'est un début de saison. Encore une fois, j'attends d'avoir des confirmations. Je suis sûr que par exemple sur Tirreno Adriatico, on n'assistera pas au même cirque. Ce sera beaucoup plus sérieux, ça roulera au meilleur moment. Enfin voilà, il y a cette disparité en fonction du niveau de la course et du moment dans la saison. On s'est repris une petite visibilité 10. Ça n'aura pas beaucoup d'impact, probablement, mais sait-on jamais. Et là, à ce stade-là, ce que je voulais vous montrer, c'était la petite séquence promise tout à l'heure, que j'intitulerai « Ce que l'on aimerait plus vivre sur PCM ». Alors, je ne fais pas allusion aux deux choses que j'ai signalées pendant le Tour de Valence. Vous allez voir, c'est une autre chose qui est, pour moi, pire. C'est la question, mais ça se rejoint, c'est la question des courses d'un jour, et notamment des championnats nationaux. J'ai joué avec Santi Umba et Harold Tejada le championnat national de Colombie. Donc c'était bien antérieur à ces deux courses que je viens de vous montrer. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tenté le coup. Voilà, hop, on accélère, tout ça, machin. On voit, est-ce que l'échappée va être maîtrisée par le peloton ? Je voulais savoir ce truc-là. Et vous allez vous apercevoir que donc plus que 3 coureurs, ça roule derrière. Moins que 3 coureurs, ça laisse partir. Ok, c'est le jeu qui est programmé comme ça. Et puis que se passe-t-il ? Évidemment, Umba, il va prendre un max d'avance avec ses 2 compagnons d'échappée. Ce qui fait qu'on va arriver, voilà, vous voyez déjà à plus de 10 minutes. Vous allez me dire 10 minutes, à ce stade-là, c'est peut-être pas encore rédhibitoire. Il reste 120 bornes, mais quand vous avez 20 minutes d'avance sur le peloton, plus de 20 minutes d'avance, et que vous êtes en train de leur prendre un tour de circuit, là déjà, c'est plus la même analyse. Je crois qu'on retombe dans un truc qu'on a, je vais vous le dire très clairement, ça me gonfle. Je vais rester poli, vous voyez. Je vais pas en dire plus, mais je trouve ça gonflant, je trouve ça démotivant. Je trouve surtout que c'est un bug que nous sommes un certain nombre à avoir signalé depuis X années. Et je pense quand même qu'on aurait peut-être pu espérer un changement dans la manière dont tout cela est codé, dont tout cela est programmé. Donc ouais, je le prends pas super bien de vivre année après année quand même les mêmes choses. Alors ici, mine de rien, c'est tendu. Et j'ai essayé de partir avec Umba. C'est pour le côté fun un peu. Quand même, la fin de course, il y avait une petite indécision. Regardez, on n'est pas loin de se faire battre. On n'est pas très loin de se faire battre par Benavides, mais heureusement, Umba va garder un quart de roue d'avance. Donc, Umba est champion de Colombie. J'ai envie de mettre un énorme lol juste à côté, parce que en fait, c'est champion de pas grand-chose. Il a juste été au bon endroit et profitant d'un bug horrible du jeu. Donc malheureusement, voilà, ce bug n'est pas fixé. J'adorerais que ça le soit. Peut-être que quelqu'un verra cette vidéo et le traitera. Ce serait formidable pour les joueurs que nous sommes tous et qui ont envie quand même qu'on puisse un petit peu sentir que ça tient compte des choses qui vont pas et puis on essaye de réagir. Vous avez vu, par contre, du niveau de la prospection, c'est tous les premiers du mois que ça apparaît. Et on a un contact avec Vittel BMC Racing Team. C'est plutôt amusant. Après, je vous cache pas que les territoires associés à ces 2 sponsors ne m'enchantent guère. Mais il y aura d'autres propositions qui arriveront par la suite. On attend le 1er mars avec impatience. Et puis après, au niveau pognon, quand même, on a réussi à glaner un peu. On a un objectif de saison dont je vous ai pas parlé parce que celui-là, il est imposé. J'ai pas le choix. C'est un objectif de nombre de victoires. Et puis je crois qu'il y a un tout petit bug dans le top 0 là. Je crois qu'ils veulent qu'on soit plus ou moins top 14 ou quelque chose du genre du classement mondial. Bon, là, c'est un truc sur lequel il va falloir essayer de s'ajuster. Dans le prochain épisode, je vous proposerai peut-être
peut-être qu'on intercalera autre chose avant, on verra, je réfléchis au sujet. Ce qu'on fera, c'est que tout simplement, on avancera et puis on essaiera d'aller jusqu'à Tirreno si possible pour traiter comme ça ce premier objectif de saison et savoir aussi quel est le comportement. J'ai ma petite idée sans l'avoir joué, mais j'attends. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de pas être trop long à proposer la suite. Et je vous salue tous. Vive le vélo, bye bye.